Professeur Emmanuel Navon, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. L'actualité diplomatique et sécuritaire est extrêmement chargée. Nous allons commencer par une estimation, votre appréciation sur la situation sécuritaire après cette semaine, on va dire, mouvementée, les tirs de missiles en direction de Beersheva et d'une des villes du centre du pays. À votre avis, la réaction du cabinet restreint est appropriée ou finalement n'est-elle pas le reflet d'une forme de faiblesse de la part de l'échelon politique ou peut-être même également de l'échelon militaire ? Je ne pense pas que la question soit une question de faiblesse. La question est une question de dilemme et d'alternative. Il y a d'un côté la position de l'armée qui n'est pas pour une opération de grande envergure, parce qu'elle ne pense pas que cela, au bout du compte, changera la situation de façon fondamentale. Il y a la position de Naftali Bennett, le ministre de l'Éducation, et de Avigdor Lieberman, le ministre de la Défense, qui, eux, veulent une opération de grande envergure. Et Netanyahou est un peu entre les deux, il hésite. C'est lui qui, au bout du compte, devra prendre la décision, alors même qu'il doit prendre également une décision sur l'avancement ou non l'avancement des élections. Est-ce que les deux sont liés ? Les deux sont liés. Il devra d'abord prendre une décision sur Gaza et ensuite prendre une décision sur la date des élections. Donc, quelque part, il est clair que la décision de Gaza est fonction aussi de ce qui va se passer au niveau électoral, au niveau politique. C'est-à-dire qu'il y a là deux décisions que Netanyahou devra prendre, qui sont deux décisions difficiles. Et sur la question de Gaza, comme je l'ai dit, il a d'un côté la pression de ces deux ministres qui veulent une opération d'envergure et la position de l'armée qui est beaucoup plus circonspecte. Alors, bien entendu, on le verra. D'ailleurs, le cabinet restreint a dit que la journée d'aujourd'hui serait décisive concernant la réaction d'Israël à ce qui s'est passé cette semaine. Donc, on le verra. Et je voudrais parler avec vous, comme je vous le disais, essentiellement de ce qui s'est passé hier à l'ONU d'un côté, également la décision des États-Unis concernant l'ambassade, et également la décision de la Cour suprême concernant Lara Ben Kazem. Tout d'abord, ce qui s'est passé hier à l'ONU. Ce débat, on va dire, un peu surréaliste, au cours duquel on a vu un Israélien, Haggai El-Had, qui est le directeur de l'organisation de l'ONG d'extrême gauche B'Tselem, critiquer, attaquer Israël de manière très sévère dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies, alors qu'il est assis à côté des Palestiniens et face au représentant israélien Dani Danon, une altercation assez vive, des propos très dur de la part de Haggai El-Had. Quel regard portez-vous sur ce genre de séance, presque de théâtre de l'absurde, comme je le disais ? D'abord, c'est pas la première fois que Haggai El-Had paraît face au Conseil de sécurité. Il l'avait fait déjà il y a 2 ans. Et il avait demandé à l'époque au Conseil de sécurité de faire passer une décision justement condamnant Israël et exigeant d'Israël un retrait de tous les territoires qui avaient été conquis en 1967. Et à la suite de cela, d'ailleurs, effectivement, le Conseil de sécurité avait passé cette fameuse résolution qui n'avait pas été bloquée par l'administration Obama et qui a fait énormément de tort à Israël. Donc ce n'est pas la première fois que cela a lieu. Et je ne connais pas d'autres cas dans le monde où le citoyen d'un pays vient plaider contre son propre pays au Conseil de sécurité aux côtés des ennemis de ce même pays. Enfin, je ne connais pas d'autres cas similaires dans le monde. C'est vraiment véritablement quelque chose sans précédent, de très grave à mon sens. Et heureusement que cette fois-ci, l'ambassadeur d'Israël a mis les points sur les i et a recadré le débat. Est-ce que aussi, quelque part, ce n'est pas aussi l'un des épisodes ou l'une des tentatives des Palestiniens de s'exprimer sur la seule voie qu'il leur reste, c'est-à-dire la voie internationale, la voie des instances internationales, alors que de l'autre côté, eh bien, ils semblent avoir fermé toutes les portes à toute reprise de négociation, y compris avec les Américains ? C'est sûr que la stratégie palestinienne, ça a toujours été d'essayer d'utiliser l'ONU pour faire pression sur Israël et obtenir sans négociation des concessions qu'ils souhaitent imposer à Israël. Ça, c'est pas nouveau. L'ONU pour les Palestiniens, c'est effectivement l'endroit idéal pour essayer d'obtenir des concessions.
c'est pas quelque chose de nouveau. Mais là aussi, à l'ONU, au bout du compte, le Conseil de sécurité, contrairement à l'Assemblée générale, ça n'est pas l'instance qui pourra aider les Palestiniens, parce que là-bas il y a le veto américain. Et contrairement à l'administration Obama, qui à l'époque n'avait pas mis son veto sur cette fameuse résolution qui était très mauvaise pour Israël, il y a maintenant un gouvernement qui est favorable à Israël, et donc les Palestiniens ne peuvent pas attendre grand-chose du Conseil de sécurité. Est-ce que vous pensez qu'il est envisageable de... Il y a une information que j'ai remarquée dans la presse israélienne de ce matin sur des contacts, en tout cas entre Ron Lauder, qui aurait été l'émissaire du président américain Donald Trump, avec Mahmoud Abbas pour tenter de le convaincre de revenir à la table des négociations. Vous pensez que les Palestiniens peuvent céder aux pressions américaines et que ces pressions américaines sont le prélude à une sorte de plan de paix qui pourrait causer certaines difficultés à l'État d'Israël? Je pense que les tentatives de Ron Lauder, à mon sens, ne sont pas vraiment sérieuses, dans la mesure où il n'a ni aujourd'hui un véritable contact au sein de l'administration Trump, ni avec Netanyahou. Donc, au nom de qui parle-t-il? Je veux dire, aujourd'hui, au sein de l'administration de Trump, ce n'est pas Lauder qui a de l'influence, c'est Adelson. Et puis Lauder n'a plus avec Netanyahou la relation privilégiée qu'il avait dans le passé. Donc lorsque Lauder rencontre Abbas et essaie de faire pression sur lui, il ne représente personne. Alors, on l'a appris hier soir, la Cour suprême a décidé de casser la décision du tribunal de district et même du tribunal de paix israélien, qui avait décidé de valider la décision du ministre de l'Intérieur israélien de retirer le visa d'études de Lara El-Kassem, qui est donc cette étudiante pro-BDS qui a décidé de venir étudier à l'université hébraïque de Jérusalem. Une fois de plus, la Cour suprême a cassé une décision. Est-ce que ce verdict de la Cour suprême suscite en vous aussi une colère, comme elle suscite la colère de Gilad Ardan, d'Aryeh Deri, de nombreux responsables de la droite israélienne? D'abord, la question qu'on doit se poser, c'est en quoi cela regarde-t-il la Cour suprême? Ce n'est pas une question juridique. Et cela nous rappelle de nouveau à quel point aujourd'hui la Cour suprême s'est arrogée en un gouvernement des juges et finalement traite de questions qui ne sont pas des questions juridiques. La question de savoir si cette étudiante peut ou non entrer en Israël ne regarde en rien la Cour suprême. C'est une décision politique, de l'échelon politique, de savoir à qui on donne ou on ne donne pas de visa pour entrer dans l'État d'Israël. Cela, c'est une prérogative qui appartient au ministère de l'Intérieur, pas à la Cour suprême. Et que la Cour suprême s'arroge en décideur ultime, ça prouve bien que nous ne sommes pas dans un état de droit avec une séparation des pouvoirs, mais dans un système où il y a une hiérarchie des pouvoirs, où finalement ce ne sont pas les élus qui ont le dernier mot, mais ce sont les juges de la Cour suprême. Et sur la question de fond, je rappelle quand même que il y a une loi, il faut rappeler qu'il y a une loi qui stipule et qui interdit l'entrée en Israël de militants qui auraient l'intention de se livrer à des activités subversives et de boycott de l'État d'Israël. Exactement. Et là, la Cour suprême finalement dit, eh bien, ce que dit la loi ne m'intéresse pas, ou bien c'est moi qui vais vous dire ce que dit la loi. De la même manière que la Cour suprême, à plusieurs reprises, avait refusé de disqualifier des listes électorales de certains partis arabes, comme de Azmi Bachara à l'époque, qui clairement, la loi dit clairement que les partis qui en appellent à la destruction d'Israël et qui renient l'existence d'Israël ne peuvent pas être candidats à la Knesset. Et les preuves étaient claires, et la Cour suprême avait dit, eh bien non, je les laisse quand même être candidat. Donc là, c'est vraiment émettre des jugements qui vont à l'encontre de ce que dit clairement la loi. Donc c'est pas seulement que la Cour suprême s'arroge des pouvoirs en se mettant comme arbitre ultime sur des questions qui ne sont pas juridiques, mais sur l'interprétation de la loi, interprétation complètement faussée. Mais, et ça va même plus loin, puisque d'après le verdict, le texte du verdict, c'est elle soupçonne en tout cas ceux qui ont pris cette décision de l'avoir pris pour des motivations politiques. Mais si c'est la loi, politique ou pas. Exactement, donc cela va encore plus loin, comme vous le dites, puisque la Cour suprême ne doit pas faire de la politique. La Cour suprême doit uniquement interpréter la loi.
Or là, les juges eux-mêmes disent non, non, sur le plan politique, il y a quelque chose qui nous dérange. C'est complètement inacceptable que les juges fassent de la politique. Ils sont là pour trancher sur des questions de droit et pas pour être les arbitres ultimes d'un débat politique. Cette nouvelle affaire qui est le reflet de ce bras de fer entre l'échelon exécutif, et le pouvoir exécutif et le pouvoir juridique, est-ce que finalement cela ne suscite pas pour vous une volonté peut-être de calquer un peu ce qui se passe dans l'échiquier aux États-Unis? On l'a vu avec l'affaire du juge Kavanaugh, des juges qui sont clairement identifiés politiquement. Ça ne semble pas poser de véritables problèmes à la démocratie puissante qu'est la démocratie américaine. Pourquoi finalement, on ne copierait pas les Américains dans ce domaine? En Israël, le système de la nomination des juges est différent des États-Unis. Il y a une commission qui est composée de juges, qui est composée également de membres de la Knesset, aussi bien de l'opposition que de la majorité, de représentants du barreau, etc., etc. Mais disons que depuis 2006 en Israël, cette commission de nomination des juges oblige les différents membres de la commission à arriver à un compromis parce qu'il y a un espèce de système de veto mutuel. Alors que dans le passé, avant la réforme de 2006, c'était les juges qui nommaient les juges, en fait, en Israël. Donc il y avait un système de cooptation où les juges eux-mêmes, et en particulier Aaron Barak, ne permettaient que à ceux qui pensaient comme eux de rentrer à la Cour suprême. Ça, c'était inacceptable. Heureusement que cela a changé depuis. Je ne pense pas que adopter le système américain serait approprié. D'abord, le système américain est un système présidentiel et nous sommes un système parlementaire. Mais je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, il y a quand même plus de pluralisme à la Cour suprême que dans le passé. On l'a vu avec les dernières nominations. Même si sur le fond, ça ne semble pas véritablement modifier le positionnement ou l'orientation, on va dire, parfois un peu gênante ou un peu problématique de la Cour. Parce que cela prendra du temps. C'est quand même assez récent qu'il y a un changement dans la nomination des juges, avec une ministre de la Justice qui a beaucoup fait pour faire entrer du pluralisme. Et donc cela prendra du temps. Mais je pense que là-dessus, il faut avoir de la patience, mais le processus, je pense, a commencé. Eh bien, professeur Emmanuel Navon, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces différents sujets à la fois sécuritaires et diplomatiques et juridiques même. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et Shabbat Shalom. Bonne journée. Shabbat Shalom. Bonne journée. Voilà, nous allons marquer une pause musicale dans quelques instants. La chronique d'Eliana Gerfinkel, Un jour notre histoire.